Il est exactement 6h58 minutes. Le jour se lève et avec lui tout un pays qui s'active. Bonjour le Bénin, y compris, cette matinale vous ouvre ses portes en espérant vous y accueillir. Très nombreux, nous sommes là pour vous accompagner, vous informer et bien entendu vous donner l'élan qu'il faut pour bien démarrer cette journée qui s'ouvre. Alors, prêt à embarquer dans le navire Bonjour le Bénin? Suivez-moi. On démarre avec une bouffée d'air et un coup de pédale. Le vélo, bien plus qu'un simple loisir, c'est un mode de vie, un levier pour la santé et une réponse concrète aux défis de mobilité dans nos villes. Pourquoi séduit-il de plus en plus? Quels bénéfices réels? Quelles limites au quotidien? On en parle avec Modoupet Colombo Yolonfou, une passionnée qui vit le vélo au rythme de ses journées. Elle sera avec nous pour partager son expérience, ses habitudes et peut-être vous donner l'envie de vous lancer. Qui sait? Direction ensuite la scène culturelle. Cotonou qui vit au rythme de Cotonou, couleur jazz, une ville qui devient carrefour de sonorités, de rencontres et de créations. Comment ce rendez-vous s'impose-t-il dans l'agenda culturel? Quelle place pour le jazz aujourd'hui? Entre héritage et modernité, on vous plonge dans cette ambiance où la musique fait lien et identité. Et toujours côté culture, place à la révélation de talent. Les rendez-vous Soïdia avec le Gospel Musical Challenge, un concours dédié au gospel qui met en lumière des voix, des parcours et une expression artistique profondément ancrée dans le vécu et la spiritualité. Au-delà de la compétition que révèle cet engouement, quel talent émerge et quel impact pour la scène musicale locale? On s'y intéresse ce matin. Et puis, nous ferons un détour par la politique, une grande marche de gratitude annoncée par la jeunesse béninoise à l'endroit du président Patrice Talon, alors que son mandat arrive à son terme. Au-delà de l'événement, que faut-il lire? Une mobilisation spontanée en message politique structuré. On tentera de décrypter les enjeux et les symboles derrière cette initiative. Avant tout cela, bien entendu, chers amis téléspectateurs, nous passons forcément à la case bulletin d'information. Et aujourd'hui, nous avons avec nous la charmante Victorine Bondé. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons par cette nouvelle dans le feuilleton judiciaire qui secoue le parti de l'opposition. Hier 29 avril, le tribunal de première instance de Cotonou a tranché. Nourenou Achadé est maintenu à la tête du parti. C'est la décision rendue au cœur d'un bras de fer entre les camps d'Éric Houndété et François Comlan qui contestaient la désignation du président maintenu. Écoutons Maître Urbain Soumé, avocat de Nourenou Achadé, au terme du procès, au micro de Jennifer Sachivi et Lauriel Souba. Pour moi, la décision, elle est normale, elle est bien rendue parce que quand on lit les statuts du parti et même le règlement, tout a été fait régulièrement et conformément à ces tests réglementaires. C'est pour moi la victoire, j'ai gagné et puis ils ont le droit de faire appel parce que la décision n'est pas sortie de l'exécution provisoire. Ils ont 1 mois pour relever appel et on peut continuer le combat après. Et loin de la politique, faisons à présent une immersion au cœur du futur, là où se fabriquent déjà les talents de demain. Hier matin, le ministre conseiller en charge de l'enseignement technique a posé ses pas à l'Institut de technologie et d'innovation CMS-City, véritable laboratoire de l'innovation au Bénin. Objectif, voir, comprendre et évaluer de près un modèle de formation qui promet de révolutionner l'employabilité des jeunes. Plus de détails dans ce reportage Heureuse Danondé et Mathieu Degbeglo. Accueilli par la direction générale du CITI, l'Institut de technologie et d'innovation de CMS-City, le ministre conseiller à l'enseignement technique entame sa visite par une séance de travail avec l'équipe administrative. Les solutions dont nous avons besoin pour relever nos défis, ne peuvent être conçues que par nous-mêmes. Au cœur des échanges, les programmes de formation proposés par l'institution. D'ici 5-10 ans, j'espère pouvoir apporter une part à la digitalisation dans mon pays et également contribuer à résoudre des problématiques dans le secteur de l'environnement, de la santé. Point culminant de la visite, le X-Tech Lab,
un espace dédié aux chercheurs locaux et internationaux pour des recherches scientifiques plus poussées. C'est la première visite de Monsieur le ministre. C'est quelqu'un qui a très bien compris la nécessité d'une bonne articulation entre l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement supérieur. Tous nos diplômés doivent être insérés dès qu'ils sortent de l'école. Et pour ça, il faut avoir des dispositifs robustes. Et l'expérience de Monsieur le ministre dans ce domaine nous sera particulièrement précieuse. Je voudrais leur recommander que les apprenants que j'ai vus aujourd'hui envoient un message à leurs jeunes frères qui sont actuellement en 6e, en seconde et en terminale, de se réorienter rapidement vers les matières scientifiques. Cette visite du ministre conseiller réaffirme l'importance de l'enseignement technique comme levier de développement et d'insertion professionnelle des jeunes. Et la danse urbaine s'invite dans ce bulletin. Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des pratiques artistiques les plus en vogue. Très prisée par la jeunesse, elle sert souvent à affirmer une identité, à marquer son appartenance à un groupe social. À la fois moyen d'expression et espace de liberté, la danse urbaine regroupe plusieurs styles, dont le freestyle. De quoi s'agit-il réellement? Comment s'exécute-t-il? Élément de réponse dans ce reportage de Karamat Agbatao. Aucune chorégraphie n'est imposée ici. Le freestyle, c'est avant tout une explosion de créativité. C'est un mélange de rythmes qui s'entrelacent et s'harmonisent au gré de la musique et de l'inspiration du danseur. Ça vous permet de vous affirmer en tant que jeune et vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites. Le freestyle est né d'un besoin social, c'est pour se regrouper en communauté en fait. Le freestyle est une pratique centrale de la danse urbaine. Il prend en compte plusieurs styles. La jeunesse actuelle, c'est la danse urbaine, c'est les danses modernes, c'est plus ça, dans ça ils sont. Maintenant, pour les amener à ne pas oublier la racine d'où nous venons, nous sommes partis des danses urbaines. Maintenant, on a imposer nos danses traditionnelles. Forcément, peu importe ce que tu sais faire en danse urbaine, tu dois ajouter une danse de chez toi, une danse traditionnelle de chez toi. Ça peut être Zénli, ça peut être Bon, ça peut être Bolodjo, ça peut être Guélédé, ça peut être Tipenti, ainsi de suite. Pour ces jeunes de l'Académie Trué, la danse urbaine, au-delà de la distraction, peut aussi être un moyen de promotion et de valorisation de l'identité culturelle. Et d'un style de danse à un autre, je vous propose d'aller à l'Institut français de Cotonou pour vivre la danse contemporaine. À ciel ouvert, la création, grâce à l'autre de Florence Yarigo, a plongé le public dans une expérience aussi bien esthétique que déroutante. Entre incompréhension et fascination, les spectateurs ont tenté de décrypter le langage des corps en scène sous leurs yeux. Reportage Rebecca Kenjaonde, Odette Dossou. À ciel ouvert, le spectacle vient de s'achever. Le public commente, s'interroge, partage ses impressions. Parmi eux, Angèle, Auriol et Laurent. 3 spectateurs, 3 lectures de Grâce à l'autre, une création de Florence Yarigo. Au niveau du premier tableau, ce que j'ai le plus retenu, c'est le fait qu'on soit tiraillé un peu partout. Avec les codes que l'actrice avait, je pense que c'était plus ça le message qu'elle voulait transmettre. Le spectacle était super intéressant. Chaque tableau avait un message bien particulier, mais malgré tout suivait une ligne directrice assez cohérente. Mais pour Angèle, le langage des corps reste une énigme. J'ai suivi, mais je n'ai rien compris. Un aveu sans détour qui résonne avec celui de nombreux spectateurs, car sur scène, les signes déroutent. Pourquoi ces noms entravés par des cordes reliées à sa chevelure lutte-t-elle dans cet espace contraint? Que racontent Paco et son binôme dans ce face-à-face où les vêtements volent avant que les corps ne s'accordent dans le mouvement? Et puis, il y a cette entrée presque rituelle de Florence Yarigo et de sa compagnie. Un surgissement qui intrigue autant qu'il fascine.
Pourquoi grâce à l'autre? Grâce à l'autre, c'est d'abord un projet qui cherche à montrer que la comparaison, la concurrence si présente dans nos sociétés n'est pas le seul moteur envisageable pour avoir une société cohérente qui pense à développer une identité capable de vivre ensemble. Autre temps fort, la pièce de Florence Yarigo, une plongée vibrante dans les racines culturelles béninoises. Le corps convoque la mémoire, les gestes deviennent offrandes. La chorégraphie s'imprègne de spiritualité jusqu'à frôler le sacré dans une forme d'allégeance au vaudou. Moi, je suis très ancrée je suis très curieuse de la spiritualité africaine et tout mon travail, mais je questionne cette énergie qui nous entoure, qui nous accompagne tous les jours, et nos divinités, nos ancêtres. Une trente de scènes, 3 segments, une seule ligne de force. Grâce à l'autre, dépasse le cadre de la performance. C'est une adresse directe aux spectateurs, une invitation à repenser le lien, à questionner la place de chacun dans le collectif. Et à l'occasion de la Journée mondiale du jazz aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux liens que de plus en plus d'artistes font entre ce genre musical et la mémoire de leurs ancêtres. Un concept prôné par le saxophoniste haïtiano-canadien Joey Homicile. Actuellement, il est en résidence de création à Cotonou. Son projet baptisé Bois Caïman puise dans les racines communes entre Haïti et le Bénin. Portrait avec Jacob Tochoedo et Ulvaeus Balogun. C'est une rencontre entre deux histoires, Haïti et Bénin. Entre clarinette, saxophone, trompette et batterie, une nouvelle histoire s'écrit, celle du Bois Caïman, portée par Joey. De la forêt du Bois Caïman en Haïti, en 1791, nos frères et sœurs d'origine africaine se sont retrouvés pour se rassembler. Ce rassemblement est devenu non pas une révolution, mais bien une évolution. Cette évolution nous a donné le déchaînement, nous a donné cette liberté qu'on a tant cherchée. Jazzman canadien d'origine haïtienne, Joey se distingue par un style inclassable à la croisée du jazz afrobeat, de la musique haïtienne, du gospel et du funk à la Miles Davis. Le jazz, c'est une vibration. Mais ce jazz, justement, c'est justement cet amalgame, c'est ce non-frontière, c'est justement cette inclusion. Alors, on peut dire facilement, c'est cette liberté. Grâce au jazz, on peut improviser. L'improvisation, c'est la vérité même. Son univers musical est un mélange de joie, d'amour et d'unité. Le bash. Aujourd'hui, je me vois être un artiste, pas seulement un musicien, un messager, pas seulement un artiste, mais tout cet amalgame qui fait de moi qui je suis aujourd'hui et en même temps un prophète. Connu pour sa liberté musicale, Joey incarne un jazz enraciné mais tourné vers le futur. Un héritage africain porté depuis Haïti vers le Bénin, la terre de ses ancêtres.
Direction à présent le département des Collines. La commune de Savalou accueille depuis mardi dernier la session ordinaire du 3e congrès de l'ABCF, l'Association béninoise des communes frontalières. Initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, cette nouvelle session réunit les acteurs autour d'un même objectif, faire le point des actions menées, identifier les difficultés et définir de nouvelles priorités au service du développement local, de la sécurité et de la cohésion sociale. Les précisions avec Pierrette Adayossi et Kadnel Kakbo. À Savalou, les communes frontalières entrent dans une nouvelle dynamique, celle de la restructuration et de la projection. Autorités administratives, élus communaux, membres du bureau exécutif national et partenaires techniques y sont présents. 36 communes sur les 77 que compte le Bénin sont représentées. Un seul enjeu, reprendre la main sur les dynamiques frontalières. Longtemps perçus comme des périphéries, les espaces frontaliers apparaissent désormais comme des territoires à forte potentialité, mais également exposés à des défis complexes avec l'insécurité, les vulnérabilités économiques, les effets du changement climatique, sans oublier les tensions liées aux dynamiques transfrontalières. Donc c'est face à ces réalités qu'une approche classique ne suffira plus. Il nous faut donc une réponse coordonnée, intégrée et ancrée dans les territoires. Le principal défi auquel reste confronté demeure celui de l'autonomisation financière. La contribution de chaque commune ne saurait être perçue comme une simple obligation administrative. Elle doit être comprise comme un acte d'engagement, voire de souveraineté, au service de notre outil commun. Au-delà des discours, nos populations attendent des résultats concrets. Nous avons donc une responsabilité collective, faire de nos communes frontalières des espaces de stabilité, de prospérité et d'opportunité pour nos territoires et donc des espaces où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Au-delà des communications techniques, un cap clair se dessine, renforcer la gouvernance des espaces frontaliers pour plus d'efficacité. Et une étape décisive s'annonce, le renouvellement du bureau exécutif national de l'ABCF avec l'élection de la 5e mandature. Quittons le département des Collines pour celui de l'Atlantique. Au cœur de l'arrondissement de Segbowe, dans la commune de Pomassé, le petit séminaire Saint-Joseph-du-Lac d'Adjatokpa boucle la célébration de son jubilé d'or demain vendredi 1er mai 2026. Une messe pontificale sera dite à cette occasion et présidée par son Excellence Monseigneur Roger Mbéji. Pour nous rappeler brièvement la genèse et la quintessence de ce sanctuaire. Ghislaine Bamidele a rencontré l'actuel recteur du dit séminaire. C'était tout détour d'un périple découverte de Segbowe. Suivez plutôt. En 50 ans d'histoire, on va retenir que Dieu est vraiment à l'œuvre. Donc, au cœur de cette histoire, on le sait, une histoire, c'est toujours une trame de gloire, mais aussi de déboire. Ce désert au bord du lac est devenu un jardin au bord du lac, comme vous le constatez, avec quand même une certaine verdure. Donc, en 50 ans d'histoire, Dieu, il n'a jamais lâché son œuvre. Les hommes ont cru, ils ont travaillé. Je suis aujourd'hui le 10e recteur, directeur, avec de grands noms. Cette maison a accueilli 51 promotions et elle a donné comme fruit à l'église beaucoup de prélats. Nous comptons aujourd'hui 5 évêques qui ont donc commencé leur cheminement vocationnel ici. Beaucoup de cadres, parce que tous ceux qui entrent au séminaire ne sortent pas forcément prêtres. C'est d'ailleurs ça le rôle du séminaire, aider les jeunes qui entrent à discerner leur vocation. Si ce qu'ils ont cru entendre comme appel vient effectivement de Dieu ou si il a eu interférence. Les défis, ils sont nombreux, ils sont colossaux. Et oui, c'est toujours la formation de l'homme. La formation de l'homme, parce qu'on ne peut pas former un prêtre sans former d'abord en lui.
l'homme. Les ressources, elles sont d'abord spirituelles. Voilà pourquoi on ne cesse de prier. Elles sont aussi humaines, elles sont aussi matérielles, elles sont financières. Et c'est peut-être sur ces deux volets qu'on a vraiment du pain sur la planche, parce que cette maison, comme je l'ai dit, elle vit de la providence. Et chaque jour ici, nous voyons une victoire de la providence sur l'indigence. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonjour, le Bénin se poursuit et moi je vous dis à demain, même heure, toujours avec le même plaisir. Merci Victorine, excellent matin à vous. Mais de l'autre côté, nous on poursuit par ici. Et merci de nous retrouver si entre-temps vous venez de vous connecter, on va dire, à la SRTB, précisément à Bénin TV. Allons maintenant à Instant Politique où nous parlons d'une initiative qui, ma foi, ne manque pas d'intérêt. À l'approche de la fin du mandat du président Patrice Talon, une partie de la jeunesse béninoise appelle à une grande marche de gratitude, un geste présenté comme une reconnaissance pour des actions menées ces dernières années, mais qui, dans le même temps, il faut le dire, alimente le débat dans l'opinion. Derrière cette mobilisation, plusieurs questions. Que signifie réellement cette démarche? Que dit-elle du rapport entre la jeunesse et le pouvoir aujourd'hui? Et surtout, s'agit-il d'un élan spontané ou d'un acte à portée plus politique? Pour en parler, nous recevons ce matin l'initiatrice de cette marche, Eudoxie Dakwe. Bonjour. Madame la journaliste. Merci de nous éclairer, merci de nous permettre de comprendre davantage cette initiative. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Que représente concrètement cette marche de gratitude initiée par la jeunesse? Je tiens à préciser quand même que ce n'est pas une initiative personnelle. D'accord. C'est une initiative qui se passe sous la bannière des partis politiques, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et également le Bloc républicain, qui ont décidé à travers une marche de reconnaissance et de gratitude envers le chef de l'État le 1er mai. Nous savons que le 1er mai, c'est la date d'anniversaire du chef de l'État. Et après une décennie, près d'une décennie de mise en œuvre de réformes courageuses, cette jeunesse a décidé quand même d'assumer publiquement tous les efforts consentis, tous les sacrifices consentis par le chef de l'État pour nous rendre fiers d'être béninois. D'accord. Alors, on va clarifier les choses ce matin. C'est donc une marche initiée par l'Union progressiste Le Renouveau, à travers sa jeunesse. À travers la jeunesse de l'Union progressiste Le Renouveau et également du Bloc républicain. C'est un acte politique assumé, porté par une jeunesse qui ne veut pas être enfermée dans un discours de contestation comme cela s'observe ailleurs. Et à travers cette journée, je vais dire cette marche de reconnaissance, c'est que cette jeunesse a compris qu'il y a eu vraiment, pendant cette décennie, près d'une décennie, un leadership parfumé d'un homme, d'un génie, qui vraiment a relevé l'étendard de notre pays. Et aujourd'hui, même hors de nos frontières, on est fiers de dire qu'on est béninois parce que tant de choses ont été faites. Et également, cette jeunesse, d'aucuns diront, mais elle a été silencieuse pendant longtemps. Le silence ne vaut pas rejet. Nous sommes restés silencieuses parce que nous avons pris le temps d'observer, le temps d'analyser. Et à travers cette marche de gratitude, cette marche de reconnaissance, nous avons voulu souhaiter un heureux anniversaire au chef de l'État, mais également lui manifester notre reconnaissance et également lui dire 1000 fois merci. Alors, une marche de gratitude, dites-vous, qu'est-ce qui fonde cette marche de gratitude, Eudoxie Dakwe? Ce qui fonde cette marche de gratitude, c'est tout ce que nous avons pu observer durant cette décennie. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un État, je vais dire, lassiste, à un État bien organisé, à une économie informelle, comme cela pouvait s'observer il y a de cela quelques années, à une économie bien structurée aujourd'hui. Nous avons des infrastructures bien tangibles, qu'il s'agisse du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Je pense que n'importe où vous êtes aujourd'hui dans le Bénin, il y a une fierté de dire ouais, quelque chose de bon est fait et cela relève d'un génie, le génie du numéro 1 de notre pays. Mais précisément, puisque vous parlez de jeunesse, quelles sont les actions à l'endroit de cette jeunesse sous ces 10 ans du président Patrice Talon?
et qui marquent votre esprit, qui retiennent votre attention et qui font qu'aujourd'hui, vous vous dites, voilà, il faut qu'on lui dise merci. Oui, il faut noter que cette jeunesse aujourd'hui, et je suis sûre que vous vous inscrivez aussi dans cette jeunesse, n'est-ce pas? Bah oui, pourquoi pas. Il y a un cadre sain qui nous est offert aujourd'hui pour nous faire comprendre que le mérite, le travail, l'effort valent mieux que les raccourcis et le réseau. C'est pour dire que qu'on soit enfant de pauvres ou de riches, on peut rêver et que ce rêve prenne corps d'être ce que nous souhaitons. Il y a un cadre aujourd'hui, je vais parler même de l'entrepreneuriat parce que j'estime que c'est un chemin très difficile. Aujourd'hui, le chef de l'État s'investit de plus en plus à donner, à faire croire à cette jeunesse que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour ceux qui ont tout perdu parce que le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit du point de vue législatif ou d'autres actions au niveau économique, nous pouvons comprendre que tu sois enfant de riche ou de pauvre, tu peux réussir au Bénin. D'accord. Mais au-delà de cette prime à l'excellence aujourd'hui que vous reconnaissez, quels sont, on va dire, les secteurs où l'impact sur les jeunes est le plus visible? Oui, l'impact déjà, je pense que c'est au niveau de l'emploi des jeunes. D'accord. Puisque c'est le gros souci aujourd'hui des jeunes. Vous savez que nous ne dirons pas que la coupe du chômage a été totalement renversée parce que cette marche n'est pas un chèque en blanc que nous signons au gouvernement ni au numéro 1. Nous continuons toujours d'espérer, mais il faut reconnaître que des bases solides ont été posées à travers toutes les réformes sur lesquelles je ne veux pas revenir ici. Si nous allons faire un listing de ces réformes aujourd'hui qui remettent en confiance la jeunesse sur le chemin de l'emploi, je pense que nous ne quitterons pas ce plateau. Donc vous avez dit l'emploi, vous avez dit entrepreneuriat, quoi d'autre? Quel secteur? Il y a plein de secteurs. Vous savez, on dit la charité bien ordonnée. Puisque nous parlons de la jeunesse, oui, concentrons-nous sur les actions en faveur de cette jeunesse. Oui, nous avons des réformes courageuses, par exemple, dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, pour la jeune fille, c'est plus difficile d'aller à l'école. Et il y a tellement de conditions, de mesures de facilitation aujourd'hui pour maintenir la jeune fille à l'école. En termes de formation pour la jeunesse, je pense qu'il y a assez d'opportunités où quand vous avez votre bac, vous ne vous demandez plus « mais qu'est-ce que j'irai faire à l'université ?» Il y a un chemin tout tracé. Mais je dis toujours, ce n'est pas un chèque en blanc, nous continuons toujours d'espérer. Et même au-delà de cette jeunesse, je pense que cette réforme impacte la vie de tous les Béninois. Ces réformes impactent la vie de tous les Béninois. Vous savez, je vais donner un exemple. De plus en plus, j'ai du plaisir à suivre la chaîne nationale parce que des réformes courageuses ont été entreprises dans le secteur de l'audiovisuel. Et quand je vois le contenu aujourd'hui qui est proposé sur votre chaîne, franchement, ça donne envie de suivre, même loin du Bénin. Et c'est pas si je vais faire le tour... Ça fait plaisir à entendre, ça. Si je dois faire le tour de toutes les réformes qui ont été entreprises pour aujourd'hui arriver à ce Bénin moderne que nous avons, comme j'aime à le dire, nous n'allons pas quitter ici. D'accord. Alors, une marche, quand on sait, Doxy Dakpe, que le président lui-même est contre ce qu'on appelle le culte de la personnalité, est-ce qu'il n'y a pas des risques que cette marche soit perçue comme une certaine personnalisation du pouvoir? Ou soit une instrumentalisation, oui. C'est ce que vous voulez dire. Vous savez, c'est un discours classique. Quand vous décidez de soutenir l'action publique, tout de suite, surtout quand vous êtes jeune, on vous tasse d'être instrumentalisé par le pouvoir. Mais il faut qu'on sorte de cette hypocrisie parce que la politique n'est pas réservée qu'à l'opposition. La politique, c'est aussi pour ceux qui ont accepté d'observer, d'analyser et d'agir dans un sens positif. Nous n'allons pas rester que dans la contestation. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand nous avons des modèles, des génies en face de nous, il faut oser les célébrer de leur vivant. Et je passe par là, vous le savez, le 1er mai, c'est la date d'anniversaire, c'est une date symbolique. Et en tant que président, c'est le dernier anniversaire que nous aurons à célébrer avec le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Il faut que ça soit marqué vraiment, cette date soit marquée de toute la reconnaissance, de toute la gratitude qu'il faut pour célébrer le génie vraiment de cet homme dont Dieu nous a donné. Cette marche de reconnaissance, c'est une façon de dire merci à Dieu, de nous avoir donné ce génie qui a su réfléchir même au-delà de ce que pouvaient espérer les Béninois. Au début de son mandat, il nous avait dit « je serai célébré ». Aujourd'hui, la jeunesse, qui mieux que la jeunesse pour célébrer tout ce qui a été fait?
pour améliorer les conditions de vie. Quand ça ne va pas, c'est nous qui osons le dire. Mais quand ça va, osons aussi le dire et célébrons le génie de cet homme de façon publique. Vous pensez que ça a été du sans faute pour le président Patrice Talon? Lui-même, il a dit, ça n'a jamais été du sans faute. Toute œuvre étant perfectible, même dans la Bible, c'est dit. Nous savons que ça reste, beaucoup de choses restent à faire, mais pour le peu qui a été fait, franchement, durant cette décennie, ça relève du génie. Et c'est pour ça que, franchement, je remercie le nouveau président qui a été élu, le président Wadani, qui incarne cette continuité. Et quand vous voyez un peu dans son programme d'action, il a fait de la question de l'emploi vraiment une question préoccupante, une problématique assez sérieuse. Et à travers une transversalité, vous notez que à travers les bases solides qui ont été posées, d'ici là, la courbe du chômage sera totalement renversée. Alors, pour parler de cette marche précisément, est-ce que c'est un acte purement citoyen ou cela comporte une dimension politique? C'est un acte politique. La politique n'est pas réservée qu'à l'opposition. Quand ça va, ayons le courage de le dire. À César ce qui est à César. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et tout. Donc quand ça va, il faut le dire. Je suis acteur politique, je l'assume, mais quand ça va, je pense que pendant longtemps, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a été un modèle pour nous. Surtout pour cette jeunesse. Vous savez, ce que moi j'aime sur le président, le chef de l'État, c'est son audace. Et chaque fois quand je le vois, je dis, mais si il a pu le faire, ça veut dire que moi aussi je suis capable de faire quelque chose pour mon pays. Et je pense que cette façon de penser est partagée par tant de jeunes aujourd'hui. L'audace qu'il incarne aujourd'hui, la jeunesse aussi devra l'incarner. Naturellement. Et c'est ça qui fera davantage décoller notre pays et pérenniser les acquis qu'il est en train de nous laisser. C'est surtout ça. D'accord. Des acquis, il y en a pas mal, certainement, Doxy, Dakwe. Et quel message cette mobilisation envoie-t-elle à la classe politique et à l'opinion publique? Oui, le message que nous envoyons à l'opinion publique aujourd'hui, c'est que cette jeunesse refuse d'être confinée et confisquée dans des discours protestataires et tout. Cette jeunesse ne veut plus être spectatrice de tout ce qui se fait, mais plutôt actrice vraiment de son développement. Cette jeunesse ne veut plus être protestataire, mais plutôt partenaire du développement. Nous voulons rester aux côtés du nouveau président aussi pour mettre la main à la pâte et pouvoir contribuer réellement au développement de notre pays. Cette initiative, est-ce qu'elle fait l'unanimité au sein de la jeunesse béninoise? Bon, vous savez, aucune œuvre terrestre ne fait l'unanimité. Si je dis que ça fait l'unanimité, c'est venir mentir ici. Vous savez qu'il y a toujours d'autres voix ailleurs qui diront non, rien n'a été fait et qu'on sort. Mais il faut reconnaître qu'au niveau de la jeunesse, au niveau de la mouvance présidentielle, il y a l'unanimité. Ce projet, nous l'avons conduit ensemble, main dans la main. Nous avons travaillé de jour comme de nuit pour que ça prenne corps avec la bénédiction de nos partis politiques. C'est pourquoi je dis, c'est sous la bannière des partis politiques de l'Union progressiste de renouveau et du Bloc républicain. Pensez-vous que c'est une initiative qui peut durablement, on va dire, sceller la relation entre la jeunesse et le pouvoir? Oui. Sceller davantage. De quelle manière? De quelle manière? Oui. Parce que nous attendons beaucoup encore du président Romuald Wadani. C'est vrai que nous célébrons le génie d'un homme, mais également c'est un moment pour nous de dire encore que nous attendons encore beaucoup du régime. Vous avez le mérite d'être clair et d'avoir une position très tranchée ce matin sur ce plateau. Alors, la marche, elle aura lieu quand? Le 1er mai. C'est pour demain. À partir de quelle heure? 7 heures. 7 heures. Et ça va se passer où et sur quel itinéraire? Rôle des Arts à l'Étoile Rouge, comme vous pouvez le voir là. Et nous attendons un mode fou. Je profite de cette occasion pour lancer un appel justement à tous ces jeunes d'un peu partout qui me suivent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se joindre à nous vraiment demain pour que nous puissions marcher ensemble pour dire à notre président, son Excellence Patrice Talon, vraiment merci, merci, merci de nous avoir rendu cette fierté d'être béninois. Hors de nos frontières, nous le clamons. Je me rappelle, chaque fois quand je suis hors de mon pays, quand je dis je suis béninoise, les partenaires me disent mais il y a un travail fou qui se fait chez vous. C'est grâce au génie d'un homme.
donc de se joindre à nous pour que nous puissions manifester vraiment cette reconnaissance envers Dieu, mais également envers le numéro 1 de ce pays et prier davantage pour qu'il ait longue vie. Pourquoi pas lui souhaiter encore une centaine d'années de plus pour observer comment est-ce que nous allons pérenniser les acquis, tout ce qu'il nous a laissé. Pas besoin d'être de l'UPR, pas besoin d'être forcément de l'Union progressiste, le renouveau. Même si on est apolitique, on peut venir. Si on estime que... Naturellement, si on épouse la vision, si on est d'accord avec cette vision que nous portons, que quelque chose de beau, de vrai, que nous, pendant près d'une décennie, nous ne sommes pas restés dans des promesses vaines, mais que ce qui nous a été promis, ce qui nous a été promis avant les élections, avant 2016, a pris corps et est devenu réalité, une réalité tangible que nous pouvons toucher aujourd'hui à travers les infrastructures, à travers l'amélioration de nos conditions de vie. Et c'est ça le véritable développement durable, parce qu'après nous, nos enfants aussi viendront dire, mais ces acquis qui ont été laissés, ça a été par le génie d'un homme. Le président Patrice Talon. Alors, Patrice Talon s'en va, c'est dans quelques jours, puisque l'investiture du tout nouveau président est prévue pour le 24 mai prochain. Pour finir, j'imagine que la jeunesse que vous représentez sur ce plateau a des attentes légitimes à l'endroit du tout nouveau président. Parlez-nous-en un peu. Oui, tantôt, je parlais de la question de l'emploi et je disais que des bases solides ont été posées dans ce sens. Et c'est en cela que le nouveau président Romuald Wadani incarne la continuité tant prônée. Et donc, à travers son programme d'action, nous notons, quand moi j'ai parcouru vraiment le programme d'action, je vois que la jeunesse est au cœur de tout ce qu'il a proposé comme action à travers les pôles de développement qui seront créés. Nous serons au cœur de cette gouvernance. Et nous avons la chance d'avoir un président très jeune qui porte vraiment la jeunesse au fond de son cœur. Je retiens que c'est la question de l'emploi qui est prioritaire pour la jeunesse. La question de l'emploi est vraiment prioritaire pour la jeunesse. Rendez-vous demain à partir de 7h. J'espère que vous serez au Rôle des Arts. Je ne suis pas politique, moi. Ah ben vous avez dit tout à l'heure qu'on soit politique. Je serai là pour couvrir l'événement. Ne vous inquiétez pas. Je jouerai mon rôle de journaliste. Chacun joue son rôle dans la République, n'est-ce pas, Eudoxie Dakwé? Naturellement, c'est une façon aussi de contribuer. Oui. Merci à vous. Et excellente journée. Alors, retenez donc ce rendez-vous. C'est demain à partir de 7h du côté du Rôle des Arts. Cette grande marche pour dire merci au président de la République. Une marche initiée par la jeunesse des deux partis qui soutiennent la mouvance qui compose, on va dire, la mouvance présidentielle, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain. Eudoxie Dakwé, merci. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je vous remercie. Et merci d'avoir félicité aussi l'ORTB devenue la SRTB aujourd'hui avec un tout nouveau visage. C'est fini pour Instant Politique. On marque une légère pause et on se retrouve juste après pour découvrir les différents faits marquants du jour. Chaque jour, travailleurs et employeurs œuvrent pour la construction de cette nation, parfois exposés à des risques dont ils sous-estiment eux-mêmes les conséquences. Pourtant, un geste simple peut tout faire basculer. Prévenir, c'est protéger. Protéger, c'est sauver des vies. Employeurs, travailleurs, la santé et la sécurité au travail, c'est notre responsabilité à tous. Journée africaine de la prévention des risques professionnels. 30 ans d'engagement de la CNSS pour sauver des vies. Sécurité au travail, un défi commun. Pour à la signature. Si quelqu'un va rentrer en conscience, il sait que la route est balisée totalement. Bido. Mais ça peut vraiment être pénalité.
vous êtes seul sur votre vélo, vous devez pédaler. Si vous ne pédalez pas, vous faites dépasser. Retour en plateau, toujours sur Bonjour le Bénin, votre matinale qui décrypte l'actualité internationale qu'internationale, votre matinale qui questionne l'actualité au jour le jour. Événement à la une, c'est dans quelques instants. Avec Événement à la une, nous découvrirons, n'est-ce pas, cet événement qui marque les esprits depuis quelques jours déjà, le Cotonou couleur jazz. On en saura un peu plus sur ce festival avec Patrick Diossou. Également, comme événement à la une aujourd'hui, on va découvrir les rendez-vous Soeja, un concours de musique gospel qui réunit chaque année des centaines de jeunes qui rivalisent d'intelligence et de talent, n'est-ce pas, pour remporter le trophée. Événement à la une, c'est également pas mal d'autres faits marquants, pas mal d'autres sujets marquants que nous allons découvrir tout de suite avec Patrick Diossou. Eh oui, du jazz sur ce plateau, puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jazz. Cette musique exigeante, cette musique, Patrice, j'ai envie de dire, élitiste, oui, n'est-ce pas? C'est réservé à une certaine... oui, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Non, le jazz ne parle pas à tout le monde, mais le jazz parle en même temps à tout le monde. Comment? Le jazz ne passe pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas la patience d'écouter de la musique jazz, d'écouter les sonorités jazz. Mais il suffit de se mettre dans une certaine condition d'écoute pour être vraiment adepte du jazz. Parce que le jazz, c'est la liberté de jouer, mais selon des... Enfin, il y a un canevas. Et il faut respecter le canevas. Lorsque vous respectez le canevas, toutes les notes, quand les notes respectent ce canevas-là, vous pouvez les jouer. Vous pouvez... tout ce qu'il y a comme improvisation, c'est le jazz. Donc le jazz, en même temps que c'est élitiste, le jazz est en même temps ouvert à toute personne qui arrive à maîtriser un instrument, à jouer correctement d'un instrument selon une certaine nomenclature. Lorsque vous avez ça, vous avez les mesures, vous savez que par rapport à tel rythme, c'est tel nombre de mesures, vous pouvez vous en sortir dans le jazz. Et le jazz, c'est la base même de la musique africaine. Le jazz est venu de l'Afrique pour partir aux États-Unis avec les Noirs et est revenu vers l'Afrique, ce qui fait que les Africains, les musiciens, les grands musiciens africains se retrouvent correctement dans le jazz. Lorsque vous suivez un musicien qui est jazziste africain et jazziste béninois, vous avez l'impression qu'il joue peut-être mieux que les Américains. Ce n'est pas que j'exagère. Ils sont dedans, ils sont dans cette musique, la musique jazz. Et c'est surtout une musique aussi née de la douleur, hein, Patrick Diossou. Oui. L'histoire du jazz. L'histoire du jazz, c'est une histoire de douleur. C'est un peu comme si on parlait du négo spirituel. C'est comme si on parlait du blues. On parlait de toutes ces musiques qui sont américaines, mais qui sont venues des Noirs américains. Et ces Noirs sont partis avec la musique africaine pour intégrer ça avec les sonorités qu'ils ont pu concocter à partir des plantations. Lorsque vous êtes dans la plantation, après avoir travaillé, vous vous retrouvez le soir pour pouvoir oublier toute la douleur de la journée, toute la force de la chaleur de la journée pour pouvoir essayer de penser à quelque chose de positif. Vous chantez, vous jouez d'un instrument, ils fabriquent des instruments, des flûtes, ils fabriquent quelques instruments et puis ils s'adaptent et ils chantent. Donc le blues, le négo spirituel et puis le jazz, tout est venu de là. Et quand le jazz a pu prendre, le jazz a écrasé toutes les autres musiques. Le jazz est devenu
pratiquement le sommet de la musique. Le sommet de la musique, pas seulement la musique disons afro-américaine, oui, mais de la musique mondiale. Et comme le dit un célèbre artiste américain, le jazz, il ne s'explique pas, il se ressent, oui, il se vit, tout simplement. Patrick Diosso. Le jazz se vit. Le jazz se vit parce que lorsqu'on écoute du jazz ou lorsqu'on joue du jazz, on s'exprime. Lorsqu'on joue, on s'exprime, on exprime ce qu'on a en son fond intérieur. Ouais. Le musicien qui fait du jazz, c'est ce dont je parle. Parce que il s'y met, il se lance. Ce qu'il a joué aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il répète la même chose demain. Ils ont un grand sens de l'improvisation. Oui, ouais. À moins qu'ils se réécoutent et qu'ils réapprennent ce qu'il avait joué. Sinon, l'improvisation vient, ça vient des tripes, ça vient du ventre, ça vient directement. S'il te plaît, n'entre pas en transe sur ce plateau, Patrick Diosso. Et donc, on vit le jazz, oui, on vit le jazz à Cotonou aujourd'hui à travers un événement précis. Oui, oui. Je dirais même 2 événements, mais parlons du premier événement. Le premier, c'est Cotonou Couleur Jazz. Cotonou Couleur Jazz qui, je dirais en réalité, à sa 14e édition. Oui. Mais Cotonou Couleur Jazz qui a eu un moment de vide avant de revenir. Et c'est revenu avec un peu plus de force. Plus de force parce que nous avons commencé, ou ça a commencé, le festival a commencé depuis hier, 29 avril. Or, c'est aujourd'hui la journée mondiale du jazz. Donc, 29, 30, il n'y a pas 31 avril, 1er mai, 2 mai. Alors, c'est à 2 grands endroits. Il y a un 3e endroit, mais qui n'est pas Cotonou, c'est hors de Cotonou, hors du Bénin, c'est Lomé. Mais 2 endroits, l'IFB, Institut français du Bénin, et un club, Banjo Night Club. C'est un nouveau club qui est ouvert, enfin un club qui a été relooké et qui permet de montrer que le jazz peut revenir. Avant, on parlait du So What, on parlait de certains clubs qui n'existent plus. Maintenant, c'est le banjo. Et au banjo, hier soir, on a pu assister au premier spectacle. Le premier spectacle, c'est avec Marthe et Boubou, le groupe Boubou. Et nous avons pu avoir quelques images. On a capté quelques précieux instants sur scène oui, qu'on va découvrir, oui, qu'on va savourer. Oui, c'est de l'exclusivité. Exclusivité, on y va, oui. Jazz. Oh là là, c'est déjà fini, mais c'est cool ça, Patrick. Oui, c'est assez cool. J'en veux encore un peu plus. J'ai envie de bouger. Hier, c'était la journée mondiale de la danse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jazz, de la danse à la musique, comme j'aime bien le dire. Voilà. Il n'y a même pas de frontières. Il n'y a même pas de frontières. Il n'y a même pas de frontières. Bon, pour le jazz, au Bénin, on a Gilles Oueke. Tout le monde pense à lui quand on parle du jazz au Bénin. Mais avant Gilles Oueke, lorsqu'on parlait du jazz, il y a un batteur, on a fait passer un batteur tout à l'heure, il y a un batteur qui est devenu chanteur et qui était l'un des meilleurs batteurs jazz. On va y continuer de l'être. On l'appelle Charles Dagueno. Quand Charles Dagueno était le batteur de So What, il montait sur la batterie, mais on venait en spectacle, on s'installait pour l'écouter. Lorsque le moment vient pour qu'il fasse arrêtez.
J'ai une âme d'artiste ce matin, oui, Patrick Yosso. Je ne super. suis pas artiste, tu es l'artiste sur le plateau. Non, toi aussi tu es artiste. L'artiste, c'est dans l'âme, ce n'est pas simplement dans la démonstration. L'artiste, c'est dans l'âme. Et lorsque toute personne se sent dans l'âme, de pouvoir s'exprimer, cette personne est artiste. Donc on a l'artiste qui est Biomaman Rachidat. Je dirais Rache artiste. Bon, c'est pas ma vocation en tout cas, peut-être dans une autre vie, qui sait, on verra. Oui, on verra bien. J'ai voulu une fois m'essayer à la musique, mais j'en ai pris plein la gorge. Hein. Patrick Yosso, c'était à l'époque avec les casseurs de l'université d'Abomey Calavi. Franchement, cette seule expérience a suffi pour me convaincre que définitivement la musique, ce n'était pas pour moi. Mais on peut toujours revenir parce qu'il y a des formations maintenant. Avant, on disait non, tu peux commencer la musique, tu y vas, tu improvises, tu apprends sur le tas. Maintenant, il y a des formations. Et ces formations permettent de recadrer, de remettre même quelqu'un qui n'avait jamais de fibre musicale dans le corps, de remettre cette personne sur les rails pour que cette personne puisse faire de la musique. Et parmi ces formations, il y a la formation donnée par le Rendez-vous Soyeja. Rendez-vous Soyeja avec le président directeur général que j'appelle affectivement PDG. Et il est notre invité ce matin. Les Rendez-vous Soyeja qui reviennent avec plus d'initiatives, plus d'engouement, plus, on va dire quoi, plus d'innovation. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau, Monsieur Agwangla. Vous êtes un habitué de ce plateau. Hein? Oui. Chaque année, c'est la même rengaine, mais avec une pointe d'innovation, et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve. Absolument. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, en parlant d'innovation, il y a cette innovation qui fait que quelque chose devait s'achever aujourd'hui. Aujourd'hui, 30 avril, le dernier délai pour déposer les dossiers pour un autre festival qui est, je dirais, imbriqué au Rendez-vous Soyeja. Une autre compétition du festival. Oui. C'est Scribe en scène. Oui. Scribe en scène. Scribe en scène. Oui. Et Scribe en scène, c'est une plateforme qui est dédiée pour les humoristes, les comédiens, les dramaturges, pour également révéler leur talent, pour dire que nous ne nous intéressons pas uniquement aux musiciens, parce que au-delà de la musique, nous avons également besoin de l'humour pour pouvoir agrémenter nos journées. Et il est important que nous puissions apporter une touche à ce secteur où il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup qui se fait déjà, et il est important qu'on puisse créer un creuset pour donner de la matière à ces talents. Oui, ces talents d'humour, ces talents humoristes, ces talents qui permettent d'avoir le sourire, d'avoir la banane tout le temps. Oui, alors, on va en arriver certainement à créer de la comédie musicale, pourquoi pas un certain nombre de comédies musicales. C'est un genre qui n'est pas très fréquent au Bénin. Mais comment ça va se passer? Comment ça devait se passer? Il y a eu un appel à candidature qui devait s'achever aujourd'hui. Il y a eu un appel à candidature et c'est 45 secondes de performance, plus les pièces administratives pour s'inscrire. Et à partir de ça, les coachs voient déjà le niveau de chaque candidat pour savoir quoi apporter comme formation avant que la compétition ne démarre en bonne et due forme. Et pendant la compétition, il y aura encore des renforcements de capacité. Et tout au long, jusqu'à la fin, c'est une aventure où les participants auront à gagner énormément en ce qui concerne sur le plan technique et également en matière d'expérience et d'expression. C'est toujours bien de s'exprimer devant un jury professionnel pour savoir qu'est-ce qu'il faut corriger pour faire un pas en avant.
Oui, cela signifie que même ceux qui se sentaient déjà un peu professionnels peuvent participer. Il n'y a pas de limite. Absolument. Parfois, on a l'impression qu'on est en train de bien faire, alors que peut-être on n'a pas encore vu les professionnels se prononcer sur nos talents. Et puis on ne finit jamais d'apprendre. Hein. On voit même aujourd'hui les plus grands artistes du monde continuent toujours à travailler leur voix, à faire du sport pour être toujours, au top niveau. Tant qu'on n'apprend pas, on ne grandit pas, on n'évolue pas. Alors, Jaya Center, 2 initiatives, Scribe en scène et puis les rendez-vous Soyeja. Oui, en réalité, les rendez-vous Soyeja, c'est un ensemble de 7 compétitions dont ce que la compétition fondatrice, c'est Gospel Music Challenge. Gospel Music Challenge. Et chaque année, nous mettons en vue 5 filières. Cette année, il y a naturellement la voix, il y a le piano, il y a la trompette, il y a la guitare basse et la batterie. Donc, autour de ça, en dehors du Gospel Challenge, il y a 6 autres compétitions, dont Scribe en scène. Et sur la plateforme Soyeja, on a tout. On a les différentes compétitions et les informations pour pouvoir postuler et révéler à son talent. C'est-à-dire qu'à travers le festival, non seulement nous pensons à la musique, mais à d'autres arts également pour permettre à tout le monde de ressortir le talent inné. Dieu sait qu'il y a beaucoup de talent à cette compétition. Pour y avoir pris part, une fois, j'ai vu comment ces jeunes peuvent rivaliser vraiment rivaliser de talent. Oui, ce matin, je suis venu avec un ambassadeur de Gospel Music Challenge qui pourra amplement parler de la chose. Oui. Alors, Afafa, c'est bien ça le nom. Oui, Judy-Kael Afafa. Alors, Judy-Kael, comment c'est la compétition dernière, comment ça s'est passé? Comment vous avez pu appréhender tout ce qu'il y a comme exercice, comme, je dirais, épreuve pour arriver au sommet? Je vous remercie, monsieur. Les rendez-vous Soyeja, la compétition Gospel Music Challenge, a été pour moi vraiment une étape d'amélioration de mon talent. Oui. Donc déjà musicien avant de venir à la compétition? Oui, déjà musicien avant de venir à la compétition. Une étape d'amélioration. Oui, on peut s'en rendre compte là tout de suite? Oui, bien sûr. C'est toujours bien quand on peut, quand on peut le vivre, quand on peut voir de près cette amélioration. Allez-y. Entonner quelque chose là, oui? Voilà. Bravo. Bravo, cher Afafa. Oui, Judy-Kael. Ça c'est bien. Donc, ça a apporté une amélioration dans le travail fait. Les coachs vous ont suivi du début jusqu'à la fin de la compétition? Bien sûr. Et après l'inscription, après la phase d'inscription, comme vient de le dire M. Agbangala Romain, nous avons eu à suivre des formations et pour
pour relever légèrement le niveau Oui. et avant de commencer la compétition proprement dite. Et donc, pendant ces formations-là, nous avons gagné beaucoup de choses. Nous avons gagné en confiance surtout, parce que, et vous savez, la grande scène, quand il s'agit des grandes scènes, il y a le stress qui agit. Donc, nous avons gagné des formations pour surmonter cela. Et nous avons gagné aussi des coachings en matière musicale, proprement dite, pour pouvoir nous exprimer plus librement. Et nous y sommes déjà, Romain Agwangla. L'édition de cette année est lancée? Oui, l'édition de cette année est lancée pour Gospel Music Challenge et toutes les autres compétitions pour Gospel Music Challenge. Les inscriptions finiront le 31 mai. Et à travers cette aventure, nous donnons la possibilité aux jeunes vocalistes, musiciens, trompettistes, pianistes, batteurs, également les bassistes, de s'inscrire pour profiter de ces formations. Et l'aventure est belle. Il y a beaucoup de choses à gagner et sur la plateforme, ils vont découvrir. C'est une opportunité. Afafa, il a énormément gagné à travers cette compétition. Il a été à Dubaï. Ah, super. Oui, il a été oui, non, ça, je vais m'inscrire. non. Je vais aussi devenir artiste. En dehors de tous les lots matériels qu'on peut avoir, il y a l'immersion, il y a la facilité pour rencontrer des grands stars de la musique gospel et percer l'univers, le réseau à l'international. Ça donne beaucoup d'opportunités pour lancer sa carrière en dehors du single audiovisuel que nous offrons aux candidats. On peut s'inscrire où? C'est sur quelle plateforme? La plateforme soredia.org. D'accord, très bien. Et par rapport à Scribe en scène, rapidement la date. Nous avons prévu que la clôture, c'est pour aujourd'hui, mais il y a beaucoup qui ont eu des difficultés pour s'inscrire et plaident. Donc, nous avons repoussé de 2 semaines la clôture des inscriptions. Donc, nous attendons jusqu'au 15 mai pour pouvoir clôturer pour cette inscription. 15 mai, Scribe en scène. Il faut dire que toutes les compétitions, la clôture des inscriptions, même si la clôture des inscriptions, c'est pour maintenant, les compétitions se déroulent en bonne et due forme après les examens, pendant les vacances. D'accord. Allez, chers jeunes, si vous vous sentez artiste dans l'âme, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur la plateforme soredia.org et allez vous faire former. C'est une grande école et surtout, ce que j'aime chez Jaya Center, c'est la rigueur. La rigueur dans le travail, dans ce que vous faites et la constance que vous gardez d'année en année. Et franchement, je vous dis bravo, je vous dis félicitations. Merci d'aider cette jeunesse-là aussi à passer, Patrick, des vacances utiles. Parce qu'au centre Jaya Center, on passe des vacances utiles. Les jeunes viennent se faire former plutôt que de tourner, de traîner dans les rues à ne rien faire. Merci, Romain Agwangla. Merci beaucoup. On va sortir de cette rubrique avec quelques sonorités encore. On y va. Une dernière pour la route, si vous le voulez bien, Fafa. Abasi nulo gigono, abasi kruno gigono, besupa, lesupa, bemadonade, bonanawe. Toriene utu ezomboye watu kwedo nawe abasero no gigono Toriene utu ezomboye watu kwedo nawe endo pe kruno gigono abasi kruno gigono
Abassi, Claude Guigonon. Abassi, Claude Guigonon. Les Awanami, les Soukor. Allez, on va dire ainsi merci à l'Éternel pour nous avoir donné le souffle de vie et pour nous avoir permis d'être là ce matin sur ce plateau, de vibrer au rythme de cette matinale qui vous ouvre ses portes de lundi au vendredi quand il sonne 7h. Patrick, merci. On se retrouve demain. Omer Agwangla, merci. On se retrouve après peut-être pour faire le point de ces différentes compétitions. Nous allons revenir. Alors, cher Afafa, continuez de travailler et rendez-vous peut-être au sommet. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, ce sera tout pour les faits marquants de ce jour. On prend la route pour le Bénin, nous y sommes déjà, mais on va précisément dans ce Bénin qui bouge, dans ce Bénin qui vibre et dans ce Bénin qui rayonne. On va pédaler. Et qu'est-ce qu'on pédale ce matin? On va pédaler, on va faire du vélo. Est-ce du vélo en salle? Est-ce du vélo sur piste? On verra bien, elle nous le dira. La charmante Amandine est avec moi ce matin. Bonjour Amandine. Bonjour Rachida. Je suis heureuse de te voir. Je suis heureuse également. Et je chante. Ah, j'ai constaté. Je suis déjà artiste. Vous chantez et vous chantez même en fond. Ah oui. On reprend. Abassi. Abassi. Non, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais seulement dit les Awanami, les Soukor. C'est pas ce qu'on a dit. Hein. C'est quoi? Nous Awanami. Ce que tu m'as fait. Tu as compris ou pas? Allez, Amandine, on va parler de vélo ce matin. Et c'est la semaine du Tour cycliste du Bénin. Quoi de plus normal pour aller à la découverte du vélo dans Bénin en mouvement? On en parle tout de suite? Eh oui, vous l'avez dit, on va rester collé à l'actualité du Tour cycliste du Bénin. Et on parle du vélo. Le vélo, encore appelé bicyclette, est un véhicule terrestre composé donc de 2 roues alignées. On en trouve à propulsion musculaire et d'autres à propulsion électrique. La pratique du vélo à propulsion humaine est à la fois un loisir populaire et un sport. Le vélo permet de se déplacer de manière très économique. Il participe donc de l'écomobilité en raison de son impact insignifiant sur l'environnement. La pratique du vélo est donc de plus en plus recommandée pour lutter contre la sédentarité et l'obésité. Le vélo au quotidien, un atout majeur de bien-être et de santé publique. C'est ce que je vous invite à suivre dans ce reportage. C'est une activité sportive qui est plus ou moins complète, donc ça vous permet de travailler aussi bien les jambes, le bras, le corps, tout le corps. Mais le vélo également permet de tonifier le muscle. Donc ça vous permet de vous déstresser, de libérer votre esprit et de vraiment de vous détendre. Donc, que ce soit seul ou en groupe. D'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant en groupe. Là, vous vous challengez, vous vous motivez. Et le vélo reste quand même un véhicule qui est mu par la force humaine, donc qui ne nécessite pas l'utilisation d'énergie fossile comme l'essence, le gasoil, etc. Par exemple, quand j'envoie le bras en haut, c'est pour travailler le bas du corps, le dos ou bien les épaules arrière. Quand j'envoie ça en haut comme ça, c'est pour travailler les épaules avant. Donc les mouvements de bras ne sont pas anodins, c'est censé travailler une partie spécifique du corps. Quand je pompe, c'est pour travailler le groupe pectoral. Mais généralement, on fait tous ces mouvements en bougeant les jambes. Donc du coup, automatiquement, on travaille le bas du corps, c'est-à-dire les quadriceps, l'arrêt des cuisses, les fessiers, le bas des abdos.
sport complet qui nous aide à prévenir des maladies comme les maladies cardiovasculaires, les maladies du diabète et toute forme de maladie. Eh bien, voilà Rachida Tibiabaman, le vélo en salle ou en ville. C'est toujours bien de pédaler. Et nous avons avec nous sur ce plateau ce matin, Madame Colombe Yonofou. C'est une passionnée de vélo. Bonjour Madame. Comment avez-vous découvert le sport à vélo? Alors, j'ai commencé avec du vélo il y a de cela 4 ans. Quand j'ai participé à une première balade organisée par Coin Vélo, une entreprise qui organise des balades à vélo sur Cotonou. Donc après, je m'y suis mise, j'ai fait quelques balades et en quittant mon ancienne boîte, j'ai rejoint cette boîte pour travailler. Donc depuis, je fais pas mal de vélo. Et vous utilisez quel type de vélo? J'utilise des vélos simples sans moteur. La majorité du temps, c'est un vélo hybride. C'est-à-dire, c'est pas un vélo de montagne, c'est pas non plus un vélo de course. Donc c'est au milieu entre les deux. Comme ce qu'on voit à l'écran, c'est votre vélo ça? C'est pas mon vélo, c'est un des vélos du parc de Coin Vélo que j'ai loué pour faire une aventure de Cotonou vers Grand Lomé. Popo, ok, à Lomé. Ah oui? Ouais. Vous êtes allé à Lomé à vélo? Exactement. Waouh! Et comment avez-vous vécu cette expérience? Ouais. C'était une très belle expérience. C'était un tout petit peu compliqué au début. J'ai fait Cotonou, Grand Popo, ensuite Grand Popo Lomé. Donc, pour une petite anecdote, quand je faisais le trajet Cotonou-Grand Popo, arrivé à la hauteur de Ouida, j'étais déjà épuisée. Je ne pensais même pas que je pourrais éventuellement finir le trajet, mais bon, vu qu'on est déjà lancé, il faut bien. Et vous n'étiez pas seul, vous étiez en groupe ou bien vous étiez seul? Pour le trajet Cotonou-Lomé, j'étais avec un ami. On était juste à deux. Ouais. D'accord. Et ça s'est passé en combien de jours? En une journée? Vous étiez à Ouida? En une journée, Cotonou-Grand Popo, ça fait environ 70 km. D'accord. En Et une journée. ensuite, oui. Vous avez quitté Cotonou à quelle heure? Aux environs de 10 heures. 10 heures. Et vous êtes arrivé à Grand Popo, 18h30. Ah, 18h30, d'accord. Et de Grand Popo à Lomé Grand Popo à Lomé, environ 75-80 km aussi. Ça vous a pris combien de temps par là? Départ 11 heures environ, arrivé aux environs de 19 heures. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en selle? De la liberté, je dirais. La liberté. Sincèrement, le vélo, je pense que le vélo a cet aspect qui lui est unique, où en roulant, tu peux aller vite, mais pas trop vite. Tu vas à ton rythme. Oui, tu vas à ton rythme et tu as le temps d'admirer le paysage. Oui. Sans pour autant aller trop lentement non plus, parce qu'à la marche, on peut être un peu trop lent pour faire une certaine distance. Oui. Mais en allant à vélo, on est un peu plus rapide et à certains moments, on peut accélérer pour aller encore un peu plus vite. Mais on est un peu plus rapide, mais on a cette cadence qui reste quand même très fluide, très légère. Et vous n'avez pas peur des automobilistes, des voitures et autres quand vous êtes sur la voie comme ça? Ça dépend des routes. Ça dépend des routes. Et sur mon parcours Cotonou-Lomé, le moment où j'ai eu le plus peur, c'était sur la voie entre Ouida et Commun, je dirais. À cause des camions? Oui, il y a une partie de la voie où c'est une double voie. Et on est très à bord pour rouler. Et il faut rester concentré, rouler sans pour autant flipper. Sinon, très vite, on peut dérailler quand même. Donc, il y a un certain risque. Et vous êtes plutôt cycliste du dimanche ou bien vous en faites réellement une activité sportive? Je n'en fais pas une activité sportive. Je le fais purement pour du plaisir. Après, je roule souvent, que ce soit seul ou avec des amis.
Jusqu'à l'année dernière, je roulais 1 à 2 fois par semaine parce que j'étais à Coin Vélo où on organisait les balades à vélo et j'étais une des animatrices. J'animais certaines des balades. Donc, je roulais tout le temps. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je roule un peu moins. Pourquoi? Je roule un peu moins. J'ai quitté Coin Vélo, j'ai commencé à travailler ailleurs. Donc, je roule plus de temps en temps. Et vous avez commencé à pratiquer le vélo depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous avez gagné déjà dans votre corps? Qu'est-ce qui a changé? Le cardio. Dis le cardio. Le cardio, c'est-à-dire en mental ou je sais le pas. cardio plus le mental. Le mental, le cardio en ce sens où, en roulant, il faut des fois, quand tu y vas vite, tu commences à sentir quand même ton corps, ton cœur plutôt, qui commence à battre fort et tu peux sentir ton souffle, tout s'accélère. Donc, je me suis habituée à cela, tout simplement. Et en dehors de cela, le mental... Vous êtes habituée aux sensations fortes? J'aime les sensations fortes. Ah ouais, d'accord. Ça va. En dehors de cela, il y a le mental qui change beaucoup de choses parce que même avec une pratique régulière, la douleur, il y a une certaine douleur qui s'accompagne, je ne vais pas mentir, la douleur dans les jambes, surtout quand tu fais de très longues distances, quand tu fais 70 km en une journée, à la fin, tu le ressens très bien. Mais tu acquiers ce mental-là qui part avec de telle manière que même quand tu sens la douleur, tu arrives à continuer à rouler. D'accord. C'est-à-dire que je continue, je sens la douleur, mais je sais que ce n'est pas quelque chose qui va m'arrêter parce que j'ai déjà fait pire. Mais il paraît même qu'en faisant du sport, quand vous sentez la douleur, que vous persévérez, la douleur disparaît avec le temps. La douleur, je ne pense pas que la douleur disparaît. La douleur ne disparaît pas, mais tu t'y accommodes. C'est-à-dire que ça devient un peu comme quand on dit qu'on est en train de marcher. Ça devient une habitude. C'est normal de marcher, c'est normal de prendre une douche et tout ça. Donc pour moi, cette douleur-là, elle ne disparaît pas, mais elle devient juste quelque chose que tu connais, que ton corps connaît, auquel ton corps est habitué. Donc tu ne le perçois plus, en tout cas ton cerveau ne le perçoit plus de la même manière. Et le vélo, j'imagine, hein, et je vois le topo d'ici déjà. Une balade en amoureux en vélo, ça doit être intéressant, non? Mais bien sûr. Vous avez déjà essayé ça? Vous l'avez déjà essayé? Non. Pas en amoureux, mais oui, j'ai déjà eu à faire des balades avec des amis. On va dire ça comme ça. Qui étaient en amoureux? Ouais. Pardon? Tes amis qui étaient en amoureux ou bien? Non. C'est-à-dire moi avec une autre personne de genre masculin. Voilà. Bon, ça n'a pas le même effet? C'est intéressant en ce sens où vous vous sentez accompagné et vous avez ce moment d'échange, enfin, à vélo, en roulant, vous pouvez tranquillement être en train d'échanger, surtout quand vous êtes on fait la causette. C'est ça. On drague aussi à vélo, hein? Oui, je sais qu'en balade à Coin Vélo, il y a déjà eu des clients qui ont participé aux balades et qui ont matché et qui m'ont fait le retour après qu'ils étaient ensemble. Même qu'il y a déjà eu des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés. Donc, on peut tomber amoureux à vélo. Ça, c'est une idée, ça, mesdames. Est-ce que vous nous suivez ce matin? Mais est-ce qu'il y a un regard particulier sur la femme à vélo? Quand une femme, oui. Je sais pas. Oui. Expliquez-nous un peu, oui. Il y a un regard sur un pratiquant de vélo tout court à Cotonou. Et il y a aussi un autre regard sur la femme. Un regard sur un particulier, sur un pratiquant de vélo, en ce sens où le vélo n'est pas quelque chose de commun à Cotonou. Tu as un vélo quand tu es au collège, quand tu pars à l'école, quand tu es au primaire. Mais quand tu es une grande personne, tu ne prends pas de vélo. Tu as une moto, tu as une voiture, mais tu ne te déplaces pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu devrais prendre un vélo. Et en plus, les voies ne sont pas adaptées pour. On n'a pas de piste cyclable. Et ce n'est pas aussi dans notre culture. Hein, c'est beaucoup plus... dans les villages, par exemple, qu'on retrouve... Donc, il y a, justement, il y a cette connotation vélo-village. D'accord. Donc, ça ne fait pas sens. Mais de plus en plus, c'est en train de changer. Oui, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même de belles voies. Exactement. Dans nos villes, oui. Exactement. Et ça fait vraiment plaisir. Et l'autre aspect, quand tu es une femme,
c'est que déjà que la femme peut être stigmatisée des fois. Donc, une femme qui fait quelque chose qui n'est pas commun dans une ville. Ça fait déjà bizarre un peu. Ça fait bizarre, c'est-à-dire qu'on te voit comme l'étrangère ou celle qui vient d'ailleurs et qui a envie de montrer qu'elle est là ou des trucs comme ça. Très vite, on t'insulte très bien sur la voix. Et puis on dit parfois aussi, j'ai entendu ça une fois, hello, yovo blow. Exactement, Hello, je ne voulais pas yovo. utiliser le terme, mais Voilà. c'est exactement ça. Mais au-delà du sport, est-ce que vous considérez peut-être votre pratique comme un engagement à la préservation de l'environnement, par exemple? Parce que vous n'achetez pas de l'essence, votre vélo ne sort pas de la fumée. Pour le moment, pas totalement, en ce sens où je ne pratique pas, je ne fais pas du vélo pour me déplacer. Mon vélo n'est Vous pas n'allez un pas au moyen de- boulot, par exemple, à Non. vélo? Non, pas du Non. tout. J'ai C'est pas essayé, devenu un mais, mode de vie, quoi. C'est pas un mode de vie pour vous? Non, Non? c'est Voilà. purement une activité. C'est un peu comme si j'allais faire une activité, je vais faire une marche les week-ends, je vais faire toute autre activité au cours de la semaine, mais en dehors de ce que je fais. Ce n'est pas un moyen de déplacement. Donc non. Après, ça peut être considéré quand même comme une activité qui permet de préserver, réduire en fait, et de préserver son environnement quand on va parler de tourisme. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du Cotonou-Lomé ou des Cotonou-Ouida qu'on pratique des fois avec des amis, c'est que en ce moment-là, j'avais envie de voyager, de découvrir, d'aller en vacances aussi. C'était clairement ça. Et je m'y suis rendue autrement. J'aurais pu prendre la voiture, mais je m'y suis rendue autrement, ce qui rend le voyage encore plus agréable. Voilà. Et par exemple, moi, je ne pratique pas le vélo. Et si je décide de m'y mettre, est-ce que vous avez de petits conseils, de petites astuces à me donner? De petites astuces. Alors, la première chose serait de ne pas penser déjà de la tête que c'est trop facile, donc normalement, ça, je ne devrais rien sentir. Il y a Mais quand même qui peut penser ça? Le vélo? C'est quand même un sport, oui. Ça peut arriver. D'accord. Et ensuite, juste se concentrer sur le plaisir qu'on peut en tirer. Ne pas juste faire une première balade, sentir que c'est un tout petit peu douloureux. Difficile, laisser et tomber. abandonner. Non, pas du tout. Et ne pas y aller trop vite non plus. C'est-à-dire commencer à un rythme Aller modéré. à son rythme. C'est ça. Ne pas commencer par une première sortie et faire 40 km 40 ou 50 kilos, km. voilà. D'accord. Non, ça va plus vous avez déjà essayé Cotonou-Lomé. Quel est votre prochain défi? Alors, j'ai envie. J'aimerais bien faire peut-être le tour de l'Afrique ou Afrique de l'Ouest ou quelque chose comme ça. À vélo? À vélo, oui. Ça, c'est un de mes... Je ne sais pas si je devais dire rêve, mais un de mes objectifs, je pense que c'est plus Et intéressant. vous vous donnez quand même les moyens pour y arriver? Je prépare les moyens petit à petit. Pour y arriver, d'accord. Aventurier dans l'âme un peu quand même, hein, Ouais, Modoupa. Voilà. exactement. Allez, bravo. C'est une passion comme les autres, on va acheter dire. un vélo. Pardon? On va acheter un vélo. Oui, ça me tente bien. Trop bien. Pourquoi pas? Je sais que Karamat Agbataou, la chef d'édition de l'émission Bonjour le Bénin, a déjà pris l'initiative de prendre un vélo puisqu'elle a fait un tournage sur le vélo. Oui. Et donc, du coup, elle est tombée amoureuse, on va dire, Du vélo. du vélo. On peut le faire, pourquoi pas? Je m'imagine un week-end, En plus, une balade avec la bande ABLB, oui, toute et la en bande plus, ABLB sur on a- vélo. on a juste, Regardez Karamat, voilà, la voilà, à vélo, dans les rues de Cotonou. Franchement, moi, ça me donne plairait. envie, ça Ça me donne donne envie. Je vais On me n'a lancer, même oui. pas besoin de se déranger. Et juste après le boulot, derrière nous, on a de belles voies. On fait juste un tour. Ouais, pourquoi pas. Ou bien, Ouais. On prend le pari? on se motive. C'est bon? Eh oui. Surtout, on ne lâchez pas. Non, hein. pas du tout. D'accord, allez. Vous-même, vous Moi, savez nous, que quand je m'engage dans quelque chose, c'est jusqu'à la fin. Parce que je sais que il y a une expérience qui a été pas du tout fructueuse là. hein. Non, bon, j'ai Le guéri, vélo est ça. j'ai guéri de mon traumatisme. Ne vous D'accord. inquiétez pas. Modoupa Yolofou, merci. Merci beaucoup à vous. franchement. Merci beaucoup à vous. Ça a et été, je oui. vous encourage vraiment À vous le y faire. mettre, à essayer quand même. D'accord. Peut-être que notre
première balade se fera sous la supervision de Modou Koué, pourquoi pas? Ce serait avec un grand On plaisir. prend rendez-vous, on prend date? Pas de souci. Allez, on poursuit après. Merci. Amandine, à demain. À demain. Heureuse, notre spécialiste en question de santé. Bonjour. Rachida, bien maman, bonjour. C'est une réponse du tic au tac ou quoi? On va faire comment? Allez, Heureuse, on parle de quoi ce matin? Nous allons parler des cancers. D'accord. Il y a une très bonne nouvelle pour les malades cancéreux. Vous savez qu'au Bénin, c'est un problème de santé majeur. Nous avons, selon le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, nous avons environ 15 000 cas de cancer, 15 000 malades au Bénin actuellement, avec plus de 7 500 nouveaux cas chaque année et pratiquement 5 000 décès par an. Donc, c'est franchement un défi pour notre système de santé. Et dans ce lot, nous avons les dames qui, malheureusement, avec le cancer de sein, le cancer du col de l'utérus et tout ça, sont à environ 4 000 nouveaux cas. Et chaque année, avec les hommes qui sont à 3 500 cas, le cancer de prostate, le cancer du foie, cancer colorectal. Alors, aujourd'hui, nous allons nous faire découvrir cette nouvelle en matière de traitement, de prise en charge des cancers, la radiothérapie. On en a parlé tellement sur ces différents plateaux santé. Aujourd'hui, la chose est réelle au Bénin. On peut se faire soigner par radiothérapie au Bénin et juste à côté de nous ici, à Calavi, au Centre international de Calavi. Donc, vous quittez le plateau et vous nous plongez dans l'univers du chic. Immersion au chic pour voir les merveilles de ce centre-là. Du chic avec le chic. Bien sûr. Depuis le 1er avril 2026, le Centre hospitalier international de Calavi Chic marque une avancée majeure dans l'offre de soins au Bénin. Avec l'ouverture de son unité de radiothérapie, l'établissement se dote d'un équipement de pointe pour la prise en charge des cancers. Un véritable soulagement pour les patients, longtemps contraints de se rendre à l'étranger pour ce type de traitement. Un service de radiothérapie, ça veut dire qu'on complète la prise en charge du cancer de façon significative et très importante. La vision du président Talon, c'était d'offrir au Bénin une offre complètement globale en matière de soins pour que les Béninois puissent se soigner correctement et avec un niveau de qualité international. C'est ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui et on peut être fier aujourd'hui au Bénin de la réponse qui est apportée. Comme de nombreux patients atteints de cancer, elle vient ici avec un espoir, celui de se faire traiter au Bénin par radiothérapie. La radiothérapie, si j'enlève le jargon médical, considérons que le corps est une ville faite de quartiers. Et on a des quartiers rebelles, c'est-à-dire les cellules cancéreuses. Et le but de la radiothérapie sera de neutraliser ces quartiers rebelles, c'est-à-dire ces cellules cancéreuses-là, sans trop abîmer la ville. Concrètement, c'est l'utilisation de rayons de très haute intensité qui vont être dirigés vers la région malade. Les ADN de ces cellules cancéreuses-là sont très sensibles et elles se régénèrent mal. Donc elles vont mourir ou vont arrêter de se reproduire. Dans votre cas, il y a bien une maladie cancéreuse qui a été diagnostiquée et on en a discuté en réunion avec tous les médecins qui étaient à cette réunion et on a décidé de vous faire un traitement par radiothérapie. D'accord ? Une séance de radiothérapie, ça ne fait pas mal, vous ne ressentez rien. Vous verrez le temps de traitement, c'est de l'ordre de 2 minutes où la machine tourne autour de vous. Elle ne vous touche même pas, il n'y a pas de piqûre. De la consultation au traitement, c'est tout un parcours structuré avec au cœur un dispositif de haute technologie pour faciliter et garantir une prise en charge de précision. Ici, nous sommes dans la salle de scanner médical. C'est le lieu des balistiques en général. Nous avons un équipement de dernière génération qui nous permet d'avoir de meilleure qualité d'image avec une dose minimisée délivrée aux patients. On a le scanner du patient ici en coupe transverse et on a différentes couleurs. Par exemple, le vert ici représente le rein droit, le rein gauche ici en bleu et la cible est ici en bleu ciel. Donc c'est dans cette cible-là
qu'il faut mettre la dose en question. Et après planification, la dose ici est représentée en jaune et on voit que la dose est à l'image de la tumeur. C'est-à-dire que la tumeur reçoit une dose similaire à sa forme. Donc, ça nous permet de maximiser la dose sur la tumeur et protéger en même temps tout ce qu'il y a comme organe à risque autour de la tumeur. Et ce plus qu'on a ici au CHIC, on utilise la dernière technique dans le domaine de la radiothérapie pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et ce n'est pas fini. Après cette étape, il va falloir vérifier cette distribution de doses sur un fantôme qui va nous servir de patient. Ici, chaque détail compte. Le traitement est minutieusement préparé. Puis, vient le moment du traitement proprement dit, dans ce bunker hautement sécurisé. Une technologie de dernière génération qui permet de cibler la tumeur tout en préservant les tissus sains. On a un fantôme et on va délivrer le plan du patient sur ce fantôme. Et à l'aide de software très avancé, on pourra faire une corrélation des deux doses, c'est-à-dire la dose calculée au niveau du software et la dose mesurée, délivrée par la machine. Parce qu'il faut se rassurer si la machine est capable de dupliquer cette dose calculée par le système. Cette étape-là va nous permettre d'être sûr que la dose prévue par le système sera exactement celle délivrée par la machine. Si on n'a pas une couverture de dose similaire à celle calculée au software, le traitement ne vaut plus rien. Au fur et à mesure qu'on a les 360 degrés du bras autour du patient, on a en même temps une dose distribution assez constante à l'intérieur du patient. C'est pour ça qu'on a des bunkers avec des épaisseurs de murs à plus de 2,5 m, ce qui permet de contenir les radiations à l'intérieur du bunker. Vu le niveau de technicité, la main-d'œuvre qualifiée que détient le CHIC, la précision de traitement qu'on a ici au niveau de la radiothérapie, bon, je ne peux que motiver tous les patients du monde entier à venir se faire traiter au CHIC. Ils auront les mêmes standards de traitement qu'en Europe ou partout dans le monde. Ça, c'est une merveille, mesdames et messieurs, c'est une merveille et ça se passe au Bénin. Mais ce n'est pas tout. J'ai une patiente là qui a été traitée et je revois les images qui ont été faites par les manipulateurs avant de la traiter pour voir si le décalage qui a été fait par rapport à la table où elle est installée est trop important ou pas. Et là, dans ce cas, on voit qu'il n'y a pas de décalage au fait. Ce 1er avril, loin d'être un poisson d'avril, le CHIC a bel et bien enregistré son tout premier patient traité par radiothérapie sur place. Et déjà, les premiers résultats sont encourageants. Dans les 48 112 premières heures, nous avons fait le suivi des premiers patients et nous pouvons dire que l'expérience a été très concluante. Les résultats sont très encourageants. Nous félicitons les équipes. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Nous allons poursuivre dans cette dynamique-là et nous rassurons la population tout entière que désormais, la radiothérapie est une réalité au Bénin. Mais au-delà des machines, il y a les femmes et les hommes, des équipes formées et organisées pour garantir qualité et sécurité aux patients. Je les ai tous formés au raisonnement clinique, qui est une méthodologie qui est ancrée sur 3 domaines. Le premier domaine étant en lien avec la pathologie du patient, c'est-à-dire qu'il faut que le soignant soit en capacité de reconnaître et de les comprendre tous les signes et les symptômes en lien avec la pathologie. Le deuxième domaine, c'est tous les risques qui sont en lien avec la pathologie, mais aussi avec les effets secondaires du traitement, parce qu'il est important de sécuriser à toutes les étapes de la prise en charge le parcours du patient. Et puis le troisième domaine qui est très important, ce sont les réactions humaines du patient. Parce que chaque patient est unique, singulier, il a sa propre histoire, il a son propre vécu de la maladie et surtout, il a aussi ses propres ressources et il faut en tenir compte. Au-delà de la radiothérapie, le CHIC renforce son plateau technique avec des hospitalisations conventionnelles modernes
et la chirurgie cœlioscopique, moins invasive, plus moderne et davantage centrée sur la qualité du parcours patient. J'ai opéré un patient qui avait un cancer du côlon. Je lui ai enlevé son cancer du côlon en faisant quelques petits trous. Je l'ai revu ce matin, parce qu'il est sorti rapidement, au 4e jour post-opératoire, et je l'ai revu ce matin, il va très bien. Donc c'est un énorme confort pour le patient, tant sur le plan de la qualité du geste que sur le confort personnel de la personne, de pouvoir offrir ces nouvelles techniques. En tant que chirurgien viscéral français, j'ai été auparavant chirurgien militaire pendant de longues années, ce qui m'a permis de visiter beaucoup de pays d'Afrique, et en toute franchise, dans tous ces services et ces pays que j'ai visités, j'ai rarement vu un hôpital comme celui-ci. Donc c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire pour le Bénin et toute la région. Toute la technicité qu'il y a dans cet hôpital est quelque chose d'extrêmement important pour les patients du Bénin qui peuvent bénéficier dorénavant d'une chirurgie aux normes internationales. Cet établissement permet de faire pas mal d'innovations thérapeutiques pour le Bénin. La radiothérapie telle que ça a été précisé, avec une machine de dernière génération, il n'y en a pas d'autres en Afrique de l'Ouest. Et venant de France, elle est même supérieure à beaucoup de celles qui existent en France. D'autre part, à tous les niveaux, ne serait-ce qu'en chirurgie, en termes d'innovation également, à venir prochainement la médecine nucléaire, donc on pourra faire des scintigraphies et l'année prochaine un TEP-scan. Et enfin, pour finir, en termes de cardiologie, on va pouvoir faire des coronarographies, ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle, et de la chirurgie cardiaque au Chic, donc au Bénin. Avec une unité de radiothérapie et des services renforcés, le Centre hospitalier international de Calavi s'impose comme un pôle de référence qui offre aux patients une prise en charge complète aux standards internationaux. C'est une organisation disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, nous étions au Chic, qui fait ses progrès, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, vous le savez, on peut soigner le cancer, on peut guérir même du cancer. Bien sûr. Ah oui, on en guérit. Oui, ils ont eu un patient le 1er avril. Sorti, sain et sauf, qui va à ses occupations très bien. Et ce n'est pas que, comment on appelle, le cancer du sein, tout type de cancer peut être traité. Et on a eu le chirurgien militaire à la retraite bien sûr, qui a dit qu'il a soigné un patient d'un cancer du côlon. Et 4 jours après, il est revenu en consultation post-opératoire et tout est parfait. Il est sur ses 2 pieds et puis il va à ses occupations. Franchement, la radiothérapie, c'est, je vais appeler ça la solution miracle pour tous ces malades. Il y a beaucoup de dames aujourd'hui qui n'ont peut-être pas les deux seins ou qui n'ont qu'un seul sein parce qu'on a eu à faire une ablation à un moment donné pour éviter la multiplication de la tumeur. Aujourd'hui, la radiothérapie cible la tumeur de façon précise. D'accord. Et détruit cette tumeur-là et ne lui permet même pas, ne lui permet pas de se régénérer. Donc franchement, c'est une merveille, c'est un miracle dans le domaine de la science. On a franchi une nouvelle étape. C'est un grand pas. C'est un grand pas qu'on a effectué dans le système de santé. Non seulement c'est une merveille c'est profitable pour nous, citoyens du pays, mais les médecins, tous ceux-là qu'on a eu à travers l'élément, ont tous confirmé que c'est une technique de dernière génération. Les matériels utilisés répondent aux normes internationales et les patients qui y seront traités comme si ils sont traités à l'international. Plus question d'aller ailleurs, plus question d'aller dans les grands hôpitaux du monde entier. On a tout ici. On a tout au Bénin. Franchement, au Chic précisément, la radiothérapie, ça répond aux normes. Et vous savez quoi, ce que j'ai constaté également dans ce centre, c'est que les patients sont des rois. On nous dit souvent que le client est roi, mais le patient est roi. Vous voyez comment les agents couraient pratiquement pour servir la patiente. Donc franchement, c'est un hôpital international. Quand vous assure voyez les locaux, déjà, quand vous voyez le matériel, quand vous voyez le personnel de soins. Un peu comme Amandine le disait, je dis c'est pas un souhait, mais bon, elle dit franchement, lorsque vous y rendez, vous avez envie de tomber malade. Ah non, moi j'ai pas envie de tomber malade. J'ai juste envie, d'avoir les moyens qu'il faut pour aller me faire soigner au Chic, pour aller faire un bilan
bilan de santé Un au bilan Chic, de par santé, oui. exemple. Pourquoi pas? Franchement, ouais. C'est tout le mal que je nous souhaite. Trouver les moyens pour s'y rendre. Oui. Mais le Chic a ouvert à tout le monde. Exactement. Il faut, je crois, aller sur le site site internet, vous verrez leur numéro et tout. Vous appelez le standard. Vous pouvez appeler également pour prendre rendez-vous et vous serez reçu tel un roi. Franchement. Merci, Heureuse Danondé. Ce serait tout pour aujourd'hui. On respire, on bouge et on passe au sport. Sport, on va sur les routes du Bénin pour parler du Tour cycliste du Bénin qui fait son bonhomme de chemin avec nos coureurs en piste. Hospice, bonjour. Bonjour Rachidat Biomaman, bonjour chers amis téléspectateurs. Et on revient sur l'étape d'hier, n'est-ce pas? Exactement l'étape 2. La deuxième étape. On va faire la distance Ndali-Tchaourou en quelques minutes avec Blaise Adanko qui, à travers un savant dosage, nous raconte cette étape avec bien sûr un tour dans la culture de la cité des Bona à Berry. Et bien sûr, à la fin, il nous raconte qui a remporté cette deuxième étape. Il s'agit bien sûr de l'Algérien Assal Nadjib. Andali, c'est la statue de Sina Yonongi, fondatrice de la localité qui accueille les visiteurs. Ici, la population reste profondément attachée à cette tradition, à l'image de Zouliatou, nouvelle femme mariée. Donc quand tu veux te marier, pour te rendre belle, ils te font les maquillages de la main jusqu'aux pieds. Donc d'autres font ça aussi au niveau du cou. D'autres font ça aussi au niveau de la hanche. Comment dit-on, le maquillage des peuples, c'est vraiment très très joli. Et je crois que le maquillage traditionnel n'a pas aussi déserté le forum. Ndali vit au rythme de la 21e édition du Tour du Bénin. Le départ fictif de cette deuxième étape est donné devant le complexe scolaire, sous les regards admiratifs des écoliers et d'une population mobilisée en masse. Le départ réel, lui, est lancé devant la mairie. Le peloton reste compact dans les premiers kilomètres. Le temps d'observation dure quelques minutes avant une première tentative d'échappée de 2 coureurs. Malgré 150 mètres d'avance, leur offensive est rapidement neutralisée. Le peloton roule à vive allure avec une moyenne proche des 50 km/h. Les attaques se multiplient, notamment côté burkinabé, mais aucune ne fait vraiment la différence. Au kilomètre 40, la course se décante enfin. 4 hommes prennent les commandes. Le premier sprint intermédiaire est disputé au marché de Boko, au kilomètre 42. L'Algérien Anes Riahi passe en premier devant le maillot jaune Christian Belovozic de la team Bakaïd et Lucas Arthur de Oukare Factory. Le peloton franchit le kilomètre 50, toujours groupé. À l'entrée de Parakou, une chute implique. Voilà, Ndali, Hospice Métoli qui vibre au rythme du Tour. 156 km entre Ndali et Tchaourou, remporté en plus de 3 heures de temps par l'Algérien Nadjib Assal. Un magnifique parcours. Il faut rappeler que sur ce parcours, il y a eu bien sûr ce qu'on souhaite le moins en termes de cyclisme, les chutes. Malheureusement, à l'entrée de Parakou, il y a eu ce contact entre le cycliste béninois et le Nigérian qui a entraîné une chute, malheureusement. On espère plus de peur que de mal pour les deux. D'accord. Allez, Hospice, si vous le voulez bien, on se tourne maintenant vers la relève, n'est-ce pas? Avec les Amazones. On reste toujours en cyclisme d'abord. On reste toujours en cyclisme, d'accord. On va sur l'extrait de l'interview réalisée par Blaise Adanko avec le maillot blanc du Tour cycliste sur cette deuxième étape, parce qu'il y a le maillot blanc décerné au meilleur coureur, le mieux classé béninois sur ce tour. Et on va suivre bien sûr Saïzonou qui revient ici sur le parcours de toute la team Bénin. C'est une étape vallonnée également et ça a roulé très fort. On a tous travaillé en équipe et on s'est bien positionné pour le sprint. La victoire d'étape n'était pas garantie, mais on a pu viser des top 20. L'objectif, c'est de challenger avec les autres coureurs. Mais voilà, la concurrence était vraiment chaude, mais on a pu donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours confiant, on va suivre les consignes du coach et on va essayer de donner encore plus.
Par le parcours de ce matin, ça va être un parcours très intéressant. C'est bien sûr Fernand Gandaro, coach de l'une des formations du Bénin, qui nous décrit ce parcours le plus long du Tour, 168 km. Oui, l'étape sera courue sur une distance de 169 km 800 avec 3 points chauds au programme. Un premier point chaud à 39 km du départ, un deuxième point chaud à 84 km 800 du départ et un troisième point chaud à plus de 100 km du départ. Avec un vent de côté qui pourra toujours faire mal si le peloton accélère bien sûr. Donc une étape vallonnée et avec beaucoup de descentes. Donc c'est l'étape qui va rouler malgré que c'est la plus longue étape. Je pense que ça va rouler plus vite que toutes les autres étapes. Oui, aller en échappée, oui, c'est possible parce que c'est la plus longue étape. Et seulement, ça va être un peu compliqué puisque il y a déjà une rivalité entre plusieurs équipes. Et si les pays qui se rivalisent entre eux ne se retrouvent pas dans l'échappée, ça va être compliqué pour une seule personne d'aller gagner l'étape sur une échappée solitaire. Donc, un sprinter pourra gagner l'étape de demain un peu. Donc 169 km, ça va être très chaud entre Djougou et Banté. Djougou et Banté, justement, on rejoint tout de suite Blaise Adampo qui est sur place. Il nous parle de cette étape, de l'étape du jour. Blaise, j'espère que vous prenez du plaisir, n'est-ce pas, au rythme du tour cycliste qui parcourt les routes du Bénin. Bien, maman, c'est une belle fête du vélo qui se déroule depuis quelques jours sur les routes béninoises. Aujourd'hui, c'est la troisième étape du Tour du Bénin, après notamment une deuxième étape véritablement animée entre les coureurs, notamment entre Ndali et Tchaourou en passant par Bétérou. La troisième étape de ce tour est la plus longue, 169 km entre Djougou et Banté. Et ce qu'il faut quand même retenir, c'est que hier, il y avait les coureurs béninois qui ont animé la course. D'ailleurs, 2 ont terminé dans le top 10 de l'étape numéro 2. Il s'agit notamment de Glorad Saizonou, mais également de Ricardo Sojede. Ce qu'on espère pour cette journée, pour cette troisième étape, c'est évidemment de pouvoir voir les Béninois également dans les différentes échappées, mais également animer les 3 points chauds de cette étape. Merci Blaise Adampo, le Tour cycliste du Bénin qui s'impose aujourd'hui comme un événement majeur du calendrier sportif, n'est-ce pas, Hospice Métoli? C'est un événement très important du calendrier sportif, non seulement au Bénin, sur le continent aujourd'hui, dans le monde, parce qu'il faut le rappeler, le Tour cycliste du Bénin, 2.2 au classement UCI, aujourd'hui est le seul tour intégré au classement de l'Union cycliste internationale dans la zone Afrique de l'Ouest. Et mieux, le Bénin aujourd'hui, en insérant le critérium pour les dames, le Grand Prix des Amazones, tout simplement devient le 3e tour en Afrique subsaharienne à donner une place, à donner une exposition aux cyclistes féminins. Donc c'est tellement intéressant. D'ailleurs, le président de l'Union cycliste internationale est venu au Bénin pour voir ce qui se passe et a d'ailleurs conseillé aux autres présidents de fédération de prendre exemple sur le Bénin. Alors, je le disais, on va vers la relève. Effectivement, puisque je ne trahis aucun secret en disant que vous êtes ancienne footballeuse. Allez, on va se rendre du côté d'Abidjan avec William Bassabi. Oui. Les Amazones U20 sont au grand complet du côté de Cocody. Elles sont prêtes pour affronter l'équipe de la Côte d'Ivoire pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20. Et la dernière à rejoindre la tanière des Amazones, c'est bien sûr Ozan Soukou, jeune
footballeuse évoluant du côté des États-Unis, avant-centre polyvalente. Avec l'aide de la réalisation, nous allons avoir cette deuxième séance d'entraînement des Amazones U20 du côté d'Abidjan. On voit à l'image Yasminat Dibril, conduite de balle avec bien sûr Neilat Sadikou. Vous allez voir, c'est une puissante joueuse. Là, ce sont les gardiens de but qui sont à l'échauffement. On va y revenir, Rachidat Biomoment, sur l'arrivée, bien sûr, de cette Amazone U20 avant-centre joueuse en NCAA, le championnat féminin des États-Unis. Elle vient pour renforcer cette équipe béninoise. Il faut rappeler que il y a bien sûr Romaine Gandonou, la patronne de l'attaque de cette équipe des Amazones. Le turbo, comme j'aime bien l'appeler. Elle est phénoménale. Devant les buts, très très réaliste, un total de buts très impressionnant pour Romaine Gandonou. Eh bien, elle aura bien sûr à côté désormais Soukou qui va apporter aussi de la puissance, de la précision devant les buts et surtout le sens, tout simplement, l'altruisme qui caractérise cette jeune fille. Donc, Ablé Ouzérou a assez d'éléments sous la main pour faire la différence face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ça va se jouer sur 2 manches. L'aller, ce 2 mai du côté d'Abidjan et puis le retour le 10 à Lomé, en espérant faire un très bon résultat à Abidjan pour qu'à Lomé, ça soit la fête, puisqu'il faut le rappeler, depuis au moment le Bénin joue à Lomé et le public se déplace massivement pour pouvoir supporter les Amazones. Et on sait qu'elles vont y arriver. La victoire sera au rendez-vous, c'est certain. Merci en Suisse Métoli. On se retrouve demain pour d'autres actualités sportives. Marcel Arossi, il est déjà ici. Avec lui, la revue de presse. Allez, il a feuilleté pour nous les journaux. Il a mis son curseur sur les actualités relayées par la plupart des journaux. Et donc, Marcel Arossi, bonjour. Bonjour Rachidette, bonjour à tous. La presse nationale de ce jour met en lumière une actualité politique marquée par les recompositions des décisions de justice et des perspectives diplomatiques. Info Matin s'intéresse à la démission de Paul Roumpet de la FCBE. Le journal analyse un départ aux implications politiques très importantes dans un contexte de fin de cycle avec le président Patrice Talon. Pour le quotidien, cette décision ne peut être réduite à un simple fait interne. Elle soulève des interrogations sur les dynamiques en cours au sein de l'opposition et sur les stratégies à l'approche de l'après-Talon. Info Matin évoque plusieurs hypothèses allant d'un repositionnement politique à une recomposition plus large du paysage politique. Gaskiani Info revient sur la crise interne au parti Les Démocrates, l'autre parti de l'opposition au Bénin. Le journal rend compte d'une décision de justice qui valide l'élection de Nourenou Attiadé comme président de ce parti selon le quotidien. Cette décision met fin au moins provisoirement quand même, à un conflit marqué par des contestations internes, notamment autour de la régularité des procédures de certaines sanctions disciplinaires. Gaskiani Info souligne que cette validation judiciaire pourrait ouvrir une phase de stabilisation, même si des incertitudes subsistent encore. Fraternité, de son côté, aborde le même sujet sous un angle plus apaisé. Cette fois-ci, le journal met en avant une décision favorable au camp Attiadé, perçue comme une reconnaissance de la légitimité des instances du parti. Il insiste sur les réactions positives au sein de la base militante et sur les attentes d'un retour à la cohésion après plusieurs mois de tension. Toujours dans Gaskiani Info, un dossier est consacré au bilan des 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Le journal propose une lecture axée sur les transformations infrastructurelles et l'esthétique des réalisations publiques. Il met en avant une approche du développement qui associe fonctionnalité et cadre de vie en évoquant notamment les routes, les bâtiments administratifs et la cité ministérielle. Enfin, Matin Libre se projette sur le terrain diplomatique. Le quotidien évoque ici la possibilité d'une première visite officielle de Romuald Wadagne à Niamey dans un contexte de relations à consolider entre le Bénin et le Niger. Le journal rappelle les enjeux liés à la coopération économique et sécuritaire, notamment autour du port autonome de Cotonou et de la lutte contre le terrorisme. Cette éventuelle visite s'inscrirait dans une volonté de relance du dialogue entre les deux pays.
Voilà pour la presse ce matin. Merci Marcella Rossi. Un autre rendez-vous demain? Avec même plaisir. En toute fin d'émission. Tout à fait. Comme d'habitude. Comme d'hab. Et c'est fini pour Bonjour le Bénin de ce jour également. Merci à toute cette équipe technique mobilisée du début jusqu'à la fin. Merci à eux, on va dire, pour ce travail discret mais essentiel en coulisses qui rend chaque émission possible. Merci à Karamat Agwatao, la chef d'édition de l'émission. C'est une équipe nombreuse. Je vais me permettre aujourd'hui de leur rendre hommage. Ada, Daniel Adjaro Sylvanus à la prise de son, Ago Gabin, Djoumonlo Oscar, Daousode Macléod à la caméra, à la réalisation à Gouillon Dorcas, Ronton, Timothée, Saïdou, Salaou, Fawaz, à la vision et au serveur, Dacruz, Claire, Agasunon, Herman, Onodal, Sabo, Soba, pardon, Go, Jules, Rumpe, Ulrich, Terence Bata, à l'infographie et à moi-même, pourquoi pas. I Celebrate Me. Merci à moi d'avoir animé cette émission. Allez, on se retrouve demain, 7h, 9h. La suite des programmes, ça se poursuit sur Bénin TV. À demain.